France. Suite à la pression populaire de ce chat, je décide donc de commenter les sondages. Bien sûr, de commenter les sondages sur les intentions de vote en cas d'élection législative anticipée, j'imagine, du coup. Voilà, en cas de nouvelle dissolution, imaginons. Qu'est-ce que ça donnerait? Donc voici le sondage IFOP du 11 février 2025, les intentions de vote en cas d'élection législative. En vrai, on pourrait télécharger directement les résultats. Ce serait peut-être même mieux. Ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est dans un contexte... voilà, donc évidemment, tout le sondage est axé sur division LFI-PS, hein, voilà, comme à l'époque de la NUPES. Vous n'allez pas nous refaire la NUPES, comme dirait l'autre. Dans le cas d'une hypothèse de candidat PS place publique vs NFP, on aurait 14% pour le NFP et 13% pour PS place publique. La stratégie du Parti Socialiste a l'air de payer. Voilà. Très honnêtement. C'est pas pour me déplaire. Hein. Enfin, en l'occurrence, si, c'est pour me déplaire. C'est pas pour me plaire, plutôt. Nous allons télécharger ça. On va voir les résultats plus concrètement. Attends. Ah bah. Voilà, je vous avais fait changer de scène pour rien. Parce que ces explosions sont des changements de scène, hein, évidemment, bien sûr. Donc, j'ai téléchargé le sondage de l'IFOP directement, commandé par l'opinion. Bon, la méthodologie, c'est le truc de base de l'IFOP, hein, de toute façon, blablabla. Donc, si dimanche prochain se déroulait le premier tour des élections législatives pour élire votre député ici dans votre circonscription, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez? Comme ça, on aura peut-être un paysage un peu plus global. On a 35% Rassemblement National, donc consolidation du score, on pourrait dire, quelque part. 3% de Reconquête quand même, 1% de Ciotti, 1% de Debout la France. On est sur un petit 40% globalement d'extrême droite. 13% de LR quand même. 15% LREM. Ils sont effondrés, LREM, ou... Incroyable. Et nous avons donc le PS Place Publique qui ferait 13 et le NFP, LFI, PCF, ELV qui ferait 14. Ça, écoutez, bon, la surprise n'est pas totale, hein, j'ai envie de vous dire. On peut regarder d'un point de vue, on peut regarder la sociologie électorale. Attends, donc bon, j'ai pas, on va le faire là maintenant, mais j'ai pas eu le temps forcément du coup de décortiquer tout ça. Mais ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est regarder les retraités. Voilà, donc 20% des retraités voteraient pour le PS. Contre 8% pour la France Insoumise, le PCF ou Europe Écologie Les Verts, unis, ensemble. Quand même. Sur les ouvriers, bah désolé de vous le dire, et moi c'est ça, putain, c'est ça que je voulais regarder. Le PS ferait un meilleur score chez les ouvriers que LFI, ELV, PCF. Ça me tue, mais je suis tellement pas surpris. Ça me tue, mais ça me déçoit. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, bon. Par contre, les artisans et les commerçants, alors ça, pour le coup, c'est un vote ELV. On l'avait regardé, on avait décortiqué les résultats ELV. C'est vraiment un vote ELV, le vote artisan et commerçants. C'est une surreprésentation de ouf de ELV chez les artisans et les commerçants que je n'explique pas. Après, ils parlent très peu de lutte des classes, donc globalement, je pense que ça leur évite de se mettre mal. Voilà. Bon. En gros, de toute façon, le survote chez les retraités, de la place publique, ils ont les retraités. Le PCF aussi en a. Hein. Je pense que si tu retires PCF, là, retraité, tu tombes à très très bas. Bah en gros, la France Insoumise, ELV, PCF à la jeunesse, à les 18-24 ans. Le PS ne les a pas du tout. Par contre, le PS surperforme chez les 35 ans ou plus, et plus précisément même chez les 50-60, 64 et chez les 65 ans et plus.
Là où la France Insoumise, ELV et PCF unis a vraiment du mal à performer dans ces catégories. On n'apprend rien dans ce sondage, on apprend des choses qui sont déjà bien établies, non seulement à partir des sondages qui avaient déjà été faits à l'époque, mais également sur les résultats électoraux. Les analyses sociologiques des résultats électoraux donnaient déjà à peu près ça, donc ça c'est pas très très surprenant. On peut checker vite fait un... Tac, 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 tac. Juste, pardon. Ils ont pas mis le RN, là? Ils ont pas mis le RN dans les... Ou alors c'est plus loin. Ouais. Alors... Comment est-ce que je peux le comprendre, ce sondage? Oui. C'est qui... C'est en fonction des votes de l'année précédente, non? En fonction des votes du précédent scrutin, j'imagine. Oui, voilà, tout à fait, bien sûr, c'est bon. Je comprends. Donc, selon la proximité politique, nous aurions 42% des électeurs de gauche qui se tourneraient vers un candidat NFP soutenu par LFI, PCF et ELV, et on aurait 40% des gens se déclarant de gauche qui iraient du côté du PS Place Publique. Je ne suis pas très surpris. ELV perdrait visiblement quand même pas mal, hein, au passage. ELV perdrait une bonne partie de son électorat, enfin en tout cas de ses sympathisants, en transfert vers comment dire, PS Place Publique. Bon, la France Insoumise, c'est extrêmement imperceptible. La frontière, en gros, entre la France Insoumise, l'électorat France Insoumise et l'électorat Parti Socialiste, il est quasiment imperméable. Voilà, on y est quasiment, évidemment. Ça, bon, je ne suis pas très très surpris. Selon le vote à la présidentielle, bon bah là, pour le coup, on arrive à consolider et à voir effectivement ce qu'on pouvait déjà mesurer un peu. L'ENFP, France Insoumise, PCF, Europe Écologie Les Verts récupérerait 1% des gens qui ont voté Macron au présidentiel au premier tour. Le PS récupérerait 13% d'entre eux. Voilà. Tout est dit. Par contre, quasiment un quart des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteraient Parti Socialiste. Ce quart de vote utile, quasiment. Après, là, on parle de vote de premier tour. Hein. Donc, même pas de vote utile, finalement. Ah, quoi que ça peut être un vote utile de premier tour, on me dirait, pour la gauche, bien sûr. Donc, si, de vote utile. Quand même, hein. Bon, ça, après, moi, ça fait longtemps que je dis qu'une bonne partie du vote Jean-Luc Mélenchon est un vote utile. C'est pas nouveau, hein. De toute façon, voilà. Il n'y a rien de très, très surprenant pour l'instant dans ce que je lis. Si ce n'est qu'Europe Écologie Les Verts sont tiraillés, hein, visiblement. Europe Écologie Les Verts se font un peu déchirer entre ces deux pôles, quoi. Pas très très surpris. Voilà. C'est quoi le dernier truc qui t'a surpris en politique, d'ailleurs, si tu trouves pas ce sondage surprenant? Là, pas grand-chose, très honnêtement. L'intention de vote au premier tour des élections législatives dans l'hypothèse d'un candidat, donc du coup NFP, VSPS, Place Publique. Donc là, on a le total, on a le global. On a la suite, en fait, vis-à-vis de ce qu'est le RN. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre dans ce qui est le score du RN? Que le RN fait 54% chez les ouvriers. Je crois qu'au dernier sondage, on était à 57, donc ça baisse un peu. Mais je crois que celui d'avant, on était à 51. Donc globalement, on reste sur quand même malgré tout une forme de plateau. Ça continue de monter chez les retraités. Le RN a un vote qui maintenant est désormais relativement lissé sur toutes les tranches d'âge. D'ailleurs, en augmentation chez les 18-24 ans. Ça, c'est toujours évidemment un problème. Ils ont quand même 16% d'électeurs qui sont diplômés du supérieur. Ils cartonnent chez les salariés. Ils cartonnent chez les salariés du privé comme du public, hein, le RN. Ils cartonnent partout. Ils ont un vote qui s'est décloisonné, comme on dit. Voilà. Même Île-de-France province, il n'y a plus vraiment d'opposition. Donc bon, ça c'est toujours un peu relou, hein, bien sûr.
39% des gens qui se déclarent sans sympathie partisane voteraient RN. Contre, on va reprendre pour la gauche, 8% pour une liste NFP, 5% pour une liste PS. Eh ben, autant dire que ces gens-là... 6% des gens qui ont voté Macron au présidentiel en 2022 voteraient Marine Le Pen aujourd'hui. Ça, on revient sur un truc qu'on avait déjà évoqué, que 42% des électeurs de gauche ont déjà voté Marine Le Pen au cours des 20 dernières années, enfin depuis qu'elle est sur un scrutin. Dans un transfert qui fait RN vers LFI et pas le contraire, hélas. LFI vers le RN, pardon, mais pas le contraire, hélas. Bon. Maintenant, hypothèse de candidat LFI vs candidat d'Union de la gauche. Donc là, maintenant, ce serait LFI qui serait seul, et le NFP, le nouveau NFP, ce serait PS, PCF, ELV. Eh bien là, ce serait sans appel, hein, la France Insoumise ferait... non, ça c'est un rappel du suffrage exprimé, pardon. La France Insoumise ferait 8%. PS, ELV, PCF, ça ferait 19%. Ce serait actuellement le deuxième pôle politique après le RN de très loin. Alors, si jamais on regarde un peu ce que ça donne en termes de répartition des votes, là, on le voit, la France Insoumise ne ferait que 3% chez les 65 ans et plus, 3% chez les retraités, 7% chez les ouvriers. On peut dire que c'est ridicule, mais bon, c'est pas à la hauteur, quoi. Et là, on aurait un pôle PS très fort, et que ben là je vous le disais, regardez, ELV rapporterait tous les cadres et les dirigeants d'entreprise au pôle NFP composé autour du PS. Bon, voilà, hein. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? On aurait du coup 57% des sympathisants de gauche qui voteraient pour une liste d'union de la gauche composée autour du PS sans LFI. On n'aurait que 24% des sympathisants de gauche qui iraient vers la France Insoumise. C'est terrible, hein. Que voulez-vous que je vous dise, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Bon. Il faut que je vous dise, après, c'est sans impact sur le score du RN. Ce qui est comme impact, c'est le panachage, en fait, des scores. Voilà, quoi. On a un barème politique, d'ailleurs. J'ai vu un papier passer sur la Bretagne, notamment, et on va finir sur cette séquence sondage. L'approbation d'Emmanuel Macron est toujours en baisse, hein, voilà. Emmanuel Macron perd 2% d'approbation des Français, il est à 24%. Approuve plutôt 5%, approuve au global, approuve plutôt 19%, approuve tout à fait 5%, n'approuve pas du tout 44%, n'approuve pas 32%, 76% de mécontentement, c'est démentiel. C'est démentiel, bien sûr. Emmanuel Macron rejoint son record d'impopularité qu'il avait atteint fin 2018. Il continue de s'enfoncer, mais de toute façon, il va nous faire une François Hollande, hein. Je pense qu'il va à la cave, hein. Il va vraiment à la cave. Et d'ailleurs, ah bah non, pardon, je me dédie, parce que du coup, il y a une comparaison François Hollande. François Hollande était moins détesté. François Hollande était moins détesté que ne l'est Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est fou. Alors, qui approuve la politique d'Emmanuel Macron? Alors, plutôt des gens d'Île-de-France ou des gens du Grand Ouest. On a quand même 13% des électeurs de la France Insoumise qui approuvent Emmanuel Macron. Il faudrait me préciser lesquels. 37% du Parti Socialiste. Bon, 84% de Renaissance, c'est normal. Il y a un très gros trou chez les 50-64 ans. C'est ceux qui vont partir en retraite, j'imagine.
Chez les autres, c'est à peu près stable. Plus d'hommes que de femmes qui ne l'approuvent. On a quand même 22% d'ouvriers dans ce pays qui approuvent Emmanuel Macron, je ne comprends pas. Mais sinon, évidemment, c'est surreprésenté chez les dirigeants d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures. Bon, c'est pas très très surprenant. Sur François Bayrou maintenant, 39% des Français approuvent plutôt François Bayrou. Alors plutôt parce que les approuvent tout à fait ne sont que 5%. Voilà. Les 65 ans et plus bandent sur François Bayrou. Plus de la moitié d'entre eux approuvent François Bayrou et son action politique. Comme nous sommes un pays de vieux, c'est très significatif. 55% des retraités quand même. Et sinon, bah voilà, il surperforme aussi chez les dirigeants d'entreprise, chez les salariés du secteur public aussi, il est bien placé. Très bizarrement. Les hommes le préfèrent aux femmes, bien sûr. Et il y a quand même 20% des électeurs de la France Insoumise qui approuvent François Bayrou. Hein. Voilà. Et 44% du Parti Socialiste, d'où, j'imagine, une partie de la non-censure. Bon. Sinon, les enjeux prioritaires du quotidien, du quotidien des Français. Bon, alors, vous n'allez rien apprendre non plus. C'est, évidemment, le pouvoir d'achat, puis la santé. Puis, si jamais on prend, comment dire, celles qui sont citées en premier, l'immigration / la sécurité, visiblement. Pas très loin, et coude à coude avec l'environnement et le climat. Déficit public et dette, c'est relativement bas. Situation internationale, Europe et paix dans le monde, c'est relativement bas. On rappelle que c'est ce sur quoi la France Insoumise a fait campagne pour les européennes, d'ailleurs, la situation internationale. Ce qui était une stratégie que moi je trouvais... Enfin, il fallait en parler, hein, mais il fallait pas tout mettre là-dessus, c'est clair. Discrimination, racisme et antisémitisme, 3% des gens considèrent que c'est un enjeu prioritaire en première intention. C'est dérisoire. Tant vous dire, c'est dérisoire. Donc, bon. Place publique, alors Place publique aussi, oui, mais Place publique a fait campagne sur l'Europe pour une élection européenne, là où la France Insoumise a fait campagne sur Gaza. C'est pas tout à fait la même internationale, si je peux me permettre. Mais oui, effectivement. Bon, le pouvoir d'achat est de très très loin ce qui arrive devant, hein, quand même. Hein. Donc, la question de la non-censure. Le jugement sur la non-censure du gouvernement de la part du Parti Socialiste, eh bien 61% des Français et 76% des sympathisants du PS considèrent que le PS a eu raison de ne pas voter la censure. Quand même. Voilà. Et il y a 28% des électeurs de la France Insoumise et 50% des électeurs d'Europe Écologie Les Verts qui considèrent que le Parti Socialiste a eu raison de ne pas censurer le gouvernement. Ce sont des chiffres, du coup, qui permettent aussi de relativiser quand même, hein, voilà. Je pensais pas qu'il y avait quasiment un tiers des sympathisants LFI qui pensent que le PS a eu raison de ne pas censurer, quand même. Ça me paraît... les gens en ont marre, ouais. Les gens en ont marre, je pense que c'est l'une des principales explications. Bien sûr. 61% des sympathisants RN aussi considèrent que le PS a eu raison. Voilà, le PS fait globalement, sur cette question de la non-censure, la majorité des Français, tout parti confondu, sauf la France Insoumise, se rallient à la décision du Parti Socialiste. Et quand même, quasiment un tiers, enfin entre un quart et un tiers de la France Insoumise considère que le Parti Socialiste a eu raison. C'est, moi je pense toujours que le Parti Socialiste aurait dû voter cette censure. On est quand même du coup sur... Écoutez, c'est dur hein, de se dire, en plus l'opinion des Français il est volatile, mais je pense oui que le Parti Socialiste est de retour et que leur stratégie est en train de se faire valider par une partie des électeurs de gauche. Le Parti Socialiste revient en force, ça me paraît évident. Voilà. Jugement de la non-censure du gouvernement de la part
là sur le RN, 62% des Français et 75% des sympathisants du RN estiment que le RN a eu raison de ne pas censurer. Et voilà, on a quand même 20% des électeurs de la France insoumise, 69 des socialistes, 52 d'Europe Écologie Les Verts, qui considèrent que le RN a bien fait de ne pas censurer. Voilà. Donc, le Parti socialiste est plus que jamais en force. Désolé de le dire comme ça. En tout cas, la stratégie actuelle du Parti socialiste, la stratégie de la droite du Parti socialiste, cette stratégie de cannibalisation de ce qui reste de LREM et le fait de miser sur le « il y en a marre » de Jean-Luc Mélenchon, tout en jouant la carte de « on est sérieux », eh bien ça marche. Ça marche dans l'opinion publique. Si on en croit, du coup, le baromètre et le sondage qui a été commandé par l'opinion sur les législatives. Alors les sondages ne font pas les élections, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir la tendance, l'évolution de la tendance. Et parce que c'est ça, c'est ce qui est important, c'est la question des dynamiques, c'est la question un peu de la continuité. C'est-à-dire beaucoup de gens changent d'avis du jour au lendemain. On pourrait considérer qu'ils changent d'avis du jour au lendemain. En fait, plutôt non, ils changent d'avis sur des fois des séquences qui peuvent prendre quelques semaines, voire quelques mois. Donc, sur la base de ces chiffres, il y a de quoi se faire du mouron quand on est de gauche radicale. Il y a de quoi se faire du mouron. Je pense que, moi, vous savez que je ne suis pas fan de la stratégie actuelle, la stratégie de communication et la cible électorale de la France insoumise. Moi, je considère que il est peut-être un peu trop tard maintenant pour intervenir, et même si, sur le plan de la communication, en tout cas sur le plan des grandes annonces qui ont été faites, et sur le plan il y a eu une inflexion quand même de la stratégie, notamment de la part de certains cadres. On l'a vu, on en a parlé il y a 2 jours avec Clémence Guettet et Emmanuel Bompard, qui se mettent enfin à aller parler, à aller vouloir se rendre dans les territoires où le RN maintenant règne en maître, alors que ces territoires votaient Mitterrand il y a 40 ans. Mais il est peut-être un peu tard. Il est peut-être un peu tard pour se réveiller. Ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout. Il faut le faire, de toute façon. Bien sûr. Est-ce qu'on va se retaper 50 PS derrière? Putain. Imaginez. Imaginez François Hollande. Bon, là, j'espère vraiment pas, mais bon. Il va forcément avoir un sursaut. Ça va nécessiter un sursaut. Un changement de stratégie profond, je pense, à la France insoumise, si ça continue comme ça, parce qu'ils vont clairement pas... Autant je pense que Jean-Luc Mélenchon n'écoute pas ses électeurs, autant je pense que Jean-Luc Mélenchon, par la haine du PS, est prêt à tout pour les empêcher de les voir gagner quoi que ce soit. Et il est prêt à se dédire, et il est prêt à changer radicalement les choses pour voir le PS sombrer et se voir passer devant. Et rester devant, j'en suis assez convaincu. Mais bon. Moi, j'aimerais vraiment pas que François Hollande soit réélu président de la République, je vous le dis directement. Je ne pense même pas que j'irai voter au second tour. Seule fois que j'ai voté au second tour d'une présidentielle, moi d'ailleurs, c'était François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Donc bon, après, rien n'est fait, si je peux me permettre. Rien n'est fait, mais il y a un scrutin qui va arriver, c'est les municipales. Et je vais revenir là-dessus, mais la défaite de Villeneuve-Saint-Georges de Louis Boyard, où Louis Boyard essaye de partir seul, refuse l'accord au second tour et il y a cette union de la gauche qui ne se fait pas, ça a montré que c'est une stratégie d'échec, en tout cas localement, où bon, tout le monde nous dit en fait l'échec il était sûr, etc., c'était ingagnable. Moi j'en suis pas aussi convaincu, et d'ailleurs visiblement les cadres de la France insoumise n'en étaient eux-mêmes pas convaincus, voire convaincus du contraire il y a 3 semaines. Donc je ne peux pas me résigner à ça, quoi. Je peux pas me résigner à ça. Donc après, pour le congrès du PS, sinon faut faire ce que le Front de gauche faisait avant. On va en masse voter Olivier Faure. Moi, je suis de quelle idéologie de gauche? Ah bah c'est super dur à dire. C'est super dur. Je suis marxiste, quoi.
Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai de la sympathie pour plusieurs formations politiques, plus ou moins, en fonction des sujets, en fonction de leur tradition, beaucoup aussi. C'est extrêmement complexe de répondre à cette question. Je suis PCF et LFI NPA en gros, oui. Je pense qu'on peut à peu près le formuler comme ça. La vraie info, c'est que total extrême droite plus LR, c'est 53%. Oui. Ah, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que la droite est en force aujourd'hui. La droite est en force et pourtant la droite ne répond à aucun des sujets de préoccupation principale des Français. Ça, c'est le plus gros hack de la droite depuis qu'elle est au pouvoir. Depuis, en fait, même, je pense, moi, voilà, enfin, depuis au moins la défaite de la gauche plurielle, du coup, depuis 2002. Au moins, depuis 2002, la plus grande prouesse de la droite, c'est nous faire croire que ce qui est notre problème, c'est l'immigration. Et l'identité nationale. Là, la séquence François Bayrou, immigration, identité nationale, c'est une séquence Sarkozy, hein. On bouffait la même chose sous Sarkozy tous les jours. Pourtant, quand on regarde, c'est quoi? C'est la préoccupation de 8% des Français en première intention. Hein. Et total français, bah attendez, je vais vous reprendre le sondage tout simplement. Donc total français, c'est quand même 26% des Français qui pensent que l'immigration c'est un sujet, mais c'est 56% qui pensent que c'est le pouvoir d'achat. Tout confondu, quoi. Et c'est un pourcentage qui augmente. L'immigration est en baisse d'ailleurs. Moins 2%. Sécurité, moins 7% au total préoccupation. Les gens se préoccupent de plus en plus de pouvoir d'achat, de moins en moins de sécurité et d'immigration, et c'est le sujet dont on va parler ad nauseam. Voilà. C'est le sujet sur lequel nos médias sont en boucle. C'est assez désespérant. Donc sur la stratégie du Parti Socialiste, écoutez, on verra, parce que rien n'est fait. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les municipales, ça se met mal. Pour les municipales, c'est mal barré. La France Insoumise, ils vont se retrouver à poil. Ça, je suis désolé, ça je vous le pronostique, la France Insoumise va se retrouver à poil. Je pense que ceux qui sont de gauche, qui voudront voter pour un parti vaguement de gauche entendable qui n'est ni le PS ni LFI, iront vers Europe Écologie Les Verts, qui va peut-être tirer son épingle du jeu et consolider à Grenoble, à Lyon, ou que sais-je. Est-ce que le PS se disait ouvert au débat sur l'identité nationale à cette époque? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais, et ça on l'a revu en live, mais je mets un gros mais, Ségolène Royal, pas le Parti Socialiste, Ségolène Royal, et notamment lorsqu'elle a commencé à mener campagne pour les présidentielles de 2007, avait ouvert cette boîte de Pandore, alors pas sur débat sur l'identité nationale, mais il fallait qu'elle réagisse à la demande de sécurité qui devenait très forte suite à ce qu'on appelait les émeutes des banlieues 2005-2006. Et elle avait proposé des dispositifs assez coercitifs qui ressemblent un peu à ce que Macron a fait pour le SNU, que Ségolène Royal voulait faire à l'époque. Elle voulait, en gros, que les jeunes des banlieues se retrouvent dans des structures particulières, encadrées par l'armée, pour qu'on leur apprenne un peu au forceps les valeurs de la République. Voilà. Donc voilà, et puis François Hollande, il y a eu la question de la déchéance de nationalité suite aux attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo, puis du Bataclan. Tu vas vraiment te présenter ton village? J'aimerais bien. Pas forcément tout seul, hein, mais... Bah, sur la liste, quoi. Donc... La droite du PS gagne dans une séquence où l'intégralité du paysage politique a l'air de se ratiser, de toute façon.
Et dans une séquence où leur délire de respectabilité, ça a marché. Je suis désolé de vous le dire, ça a marché. J'en parlais avec quelqu'un que je connais dans ma famille qui est de gauche. C'est par exemple, faut pas acheter les avocats d'Israël parce qu'ils bombardent Gaza, c'est important, le boycott, etc. Un peu dans ce délire. Eh bien, écoutez, croyez-moi pas, cette personne commence à trouver Emmanuel Macron tout à fait sympathique. Alors que cette personne détestait Emmanuel Macron avant. Mais parce que le fait qu'Emmanuel Macron soit en retrait un peu de la vie politique nationale, le fait qu'il ait appelé à faire des sondages, le fait qu'il dit qu'il allait faire des sondages et le fait que il est considéré qu'en fait maintenant le pourrissement de la vie politique visiblement c'est la gauche et le RN, les extrêmes, bah elle s'est un peu fait happer par le discours. Ça marche comme discours. La France n'est pas du tout un bordel actuellement. Enfin, la France n'est pas un bordel. La France, elle est gouvernée, hein, qu'on ait de budget ou qu'on n'ait pas de budget, en fait, parce qu'on a un budget, en fait, quoi qu'il arrive. On n'est pas les États-Unis. Et ben toute cette rhétorique de c'est le bordel, ça bloque tout, blocage permanent, et ben ça fait peur à pas mal de gens. Et ces gens-là se disent bah vaut mieux un mauvais budget que pas de budget. Vraiment, c'est un discours auquel j'ai été confronté à plusieurs reprises cette semaine. Bon. Mais en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart des électeurs, la plupart des citoyens de ce pays ne sont pas autant impliqués dans la vie politique et à suivre la vie politique telle que moi je le serais ou telle que vous l'êtes. Beaucoup de gens n'ont même pas le temps de s'intéresser à la vie politique en France parce que ils bossent 8 heures par jour, ils rentrent, ils s'occupent des gamins, le soir ils regardent un programme à la con à la télé et bis repetita toute la semaine. Et le dimanche, ils vont au parc et ils vont certainement pas regarder je sais pas quoi, le discours de machin, le truc de machin, ils s'en battent les couilles. Tu leur dis quoi? Ben moi je leur dis que non, ben je leur dis qu'ils se font avoir. Mais les gens ne veulent pas savoir qu'ils se font avoir. Ils veulent, c'est pas, c'est compliqué parce qu'en fait, en même temps, les gens ils ont pas envie d'être brusqués. Et en fait, si jamais dès l'instant que tu commences à parler politique avec eux et qu'ils commencent à se livrer, tu leur dis mais t'es vraiment bête, t'as fait le mauvais choix. Ils vont juste foutre la tête dans le sable et arrêter de t'en parler. Et ça va rien changer pour eux dans leur vie. Donc et ça fait partie de ce qu'est la vie politique en France et ça fait partie des données qu'il faut avoir pour se faire élire aujourd'hui dans un système tel qu'il est. Si jamais on fait le jeu électoral, si jamais on est électoraliste, c'est une donnée absolument centrale qu'il faut avoir en considération, quoi. De toute façon, le piège Glucksmann, il était évident et beaucoup de gens qui sont de gauche mais qui avaient voté Macron en 2017 se sont retrouvés à voter Glucksmann là, aux européennes en 2024. Bon bah ça sort pas de nulle part, hein. On est de gauche mais en même temps on n'a pas trop envie que les choses changent et puis on n'aime pas les gens qui parlent fort et puis on n'aime pas la brutalité parce qu'on est quand même des gentils, on n'est pas des méchants. Et quand on est gentil, on vote pas pour les méchants. Jean-Luc Mélenchon c'est le méchant. Bon, quand vous avez une bonne partie du pays, une bonne partie des sympathisants de gauche qui pensent très sincèrement que c'est comme ça que ça se passe, que Jean-Luc Mélenchon c'est un dictateur en herbe, alors que Olivier Faure c'est la même chose mais sympathique. Les gens se posent pas la question de la ligne. Hein. Les gens se posent même pas la question de la ligne. Ils se posent la question de c'est qui est fâché tout rouge. Et après vous allez me dire oui mais Jean-Luc Mélenchon, les médias, il s'est fait fâcher dans les médias. Il est détesté dans les médias, il est tricard, donc forcément il y a une cabale là-dessus, c'est quand même pas juste, mais ça on s'en bat les couilles que ce soit juste ou que ce soit pas juste. C'est pas une question de justice. Hélas, hein. C'est pas une question de justice du tout. Voilà, Jean-Luc Mélenchon est détesté par une bonne partie des Français. Jean-Luc Mélenchon
rivalise avec Éric Zemmour en termes de détestation parmi les Français, c'est un frein, c'est un problème. Je sais que je me suis encore fait taper sur les doigts là récemment, la dernière VOD ou l'avant-dernière VOD parce que je disais ça. Et désolé, ça facilite pas les choses, oui. Alors est-ce que ce serait mieux avec un autre? Est-ce qu'on fera un meilleur score? J'en sais foutrement rien, très honnêtement. Merci, Horace Lorat. Mais au bout d'un moment, si on est un mouvement électoraliste, je pense que Philippe Poutou, en étant plus radical, ferait peut-être un aussi bon score. euh, Il y a... Voilà. Voilà. Bonjour, des idées d'où le concept de sympathisant de gauche vient. C'est comme si j'étais pas assumé d'être de gauche, mais je suis de gauche, je suis pas sympathique pour autant. Les sympathisants de gauche, c'est pour dire les gens qui votent plutôt à gauche traditionnellement, mais qui ne sont pas militants. C'est ça ce terme. C'est des gens qui se disent de gauche, mais qui ne sont pas militants. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon se met en retrait, la diabolisation ne s'abattra pas sur quelqu'un d'autre de présidentiable? Mais évidemment que si. Bien sûr. Évidemment, dès l'instant qu'une tête dépasse, on la coupe. Ce que Jean-Luc Mélenchon fait d'ailleurs lui-même en interne au passage. Hein. Il n'a pas envie qu'il y ait d'autres présidentiables que lui, et c'est ce que il se passe au PS sous d'autres formes. Et c'est ce qui se passe à droite sous d'autres formes. Il n'y a pas que le paysage médiatique d'ailleurs qui coupe les têtes qui dépassent, les têtes présidentielles les têtes présidentiables qui dépassent. Les partis eux-mêmes le font. Parce que les partis n'ont pas intérêt à avoir une figure qui deviendrait hégémonique et qui se mettrait à cristalliser l'intégralité du soutien et de l'espoir. D'où la nécessité d'ailleurs de faire des primaires pour beaucoup de partis. Enfin, je veux dire, à LREM, beaucoup de gens d'LREM essaient de couper la tête d'Edouard Philippe, là. Hein. Je l'ai encore entendu un gars en parler hier à France Info. Un gars de LREM qui disait que Édouard Philippe devait pas partir seul et qu'il devait se plier au système des primaires pour éviter la dispersion des voix et blablabla. Ça, c'est le piège, c'est vraiment le piège du présidentialisme. C'est sûr. Parce que pour gagner la présidentielle d'un pays, il faut en quelque sorte déjà gagner la présidentielle de son camp. Et là, on est dans des guerres d'ego, c'est sûr. Il y a des sympathisants de droite, genre je suis contre les prolos, mais j'assume pas. Les sympathisants de droite, ils sont plutôt dans un délire de moi quand même, moi je me démerde, moi je m'en suis sorti. Au bout d'un moment, les autres ils ont qu'à se bouger le cul. Hein. En gros, faut que tout le monde soit comme moi. Et moi, je suis quelqu'un de fier, de respectable, de travailleur. Et si on était tous comme moi, le pays tournerait mieux. Et si le pays ne tourne pas bien, parce que le pays va vraiment mal, c'est de la faute de tous ces gens-là qui ne font pas autant de sacrifices que moi. Alors, beaucoup des gens qui tiennent ce discours-là sont eux-mêmes des branleurs, hein, au passage. Mais ils ont une haute conception d'eux-mêmes et sont plutôt des donneurs de leçons. Voilà moi comme je les vois. De toute façon, la droite, c'est la force de l'individu avant la force du collectif. Ça me paraît évident. Et moi, je pense qu'on la gauche, c'est plutôt la force du collectif avant la force de l'individu. D'où mon problème des mouvements hyper incarnés à gauche. C'est l'un de mes principaux problèmes avec cette formation politique. Et avec ce discours. Mais bon, bref. Écoutez, hein. En tout cas, qui que ce soit, qui soit derrière la stratégie du PS actuel, surtout si c'est François Hollande, hein, enfin, si c'est François Hollande, pour moi, ça prouve bien à quel point François Hollande est quelqu'un de très fort en politique.
Jeudi, c'est la grève nationale en Belgique. Courage. Et comme quoi, on en revient à personne n'est jamais vraiment mort en politique. Ça me sidère que les gens qui ont oublié la saloperie du quinquennat Hollande. Vous savez, les gens ont bien voté pour Jacques Chirac en 2002. Les gens, beaucoup de gens voulaient revoir Nicolas Sarkozy président en 2012. Hein. À la base, il était considéré comme étant le candidat naturel de la droite. Hein, puis ils ont fait les primaires pour éviter de l'avoir dans les pattes. Pas en 2012, mais en 2017, pardon. Oui, ça a réélu Trump aux USA. Oui, et les gens ont la mémoire courte. Oui, vous savez, j'entendais quelqu'un à la radio sur toute autre chose qui disait en vieillissant, on oublie la douleur. On ne garde que les bons souvenirs. Et c'est vrai. 2027, c'est encore loin. Il y a les législatives avant. Mais il n'y aura pas de nouvelles législatives. Il n'y aura certainement pas de nouvelles législatives. Alors surtout un sondage qui met LRM à 15%. Max. Il n'y aura pas... Ou alors, hein, il y a dissolution, uniquement si, mais ça ne sera pas possible, mais bon. Emmanuel Macron et LR, LRM et LR font une alliance, formellement, électorale. C'est la seule raison. Mais bon. Et encore une fois, moi je vois pas bien le gain. Emmanuel Macron, il a déjà cette alliance, en fait, de fait. Il s'en bat les couilles. Je vois pas pourquoi Emmanuel Macron il ferait une nouvelle dissolution. LR, ils sont morts. Bah là, ils sont crédités à 13%. En cas de nouvelle élection, c'est plus que la France insoumise. Hein. Si une censure, bah juste le gouvernement tombe, tu renoues un nouveau gouvernement. Mais il s'en fout, Emmanuel Macron. À partir du moment où il a décidé qu'il allait proposer une série de référendums et qu'il allait gouverner par référendum, il s'en bat les couilles qu'il y ait un gouvernement, enfin qu'il ait la majorité ou pas à l'Assemblée. Vraiment, hein, je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'Emmanuel Macron se prive du pouvoir qu'il a réussi à obtenir malgré la séquence désastreuse qui a quand même duré 6 mois entre l'avant JO et là maintenant, là en février. Est-ce que tu as vu la proposition de loi des Verts sur la sécurité sociale alimentaire? Oui, j'ai vu. Référendum sur quoi? Alors, Emmanuel Macron est en train de réfléchir à cette question, figurez-vous. Emmanuel Macron est tout à fait en train d'y réfléchir. Selon Ouest France, il aurait déjà consulté son entourage à ce sujet. Et Emmanuel Macron partirait peut-être sur, imaginons-le, en tout cas, enfin, c'est les souhaits de certains de ses ministres, une réforme constitutionnelle, 6ème République par Emmanuel Macron, salut. Du social ou du sociétal, comme dit François Hollande. François Hollande, par exemple, évoque peut-être l'euthanasie, je sais pas. Mais là, je pense que ça n'arrivera jamais parce que la droite est contre.
Ça, j'y arrive tout debout. Droit du sol, immigration. Voilà. Je sais pas à quoi ça rime un référendum sur l'immigration, ça n'a aucun sens. Je ne comprends même pas l'idée. Mais c'est une demande très très forte du RN. Donc bon. Tu l'avais pré-shot le référendum? Je l'ai pré-shot, moi je l'ai pré-shot depuis octobre. Droit du sol, immigration, non, c'est pas dans l'article 11. Écoutez, vous voulez que je vous dise vraiment ce que je pense? Je pense qu'Emmanuel Macron peut proposer un référendum au vote, même si le résultat de ce référendum n'est pas applicable. Ce qu'il a l'air de lui falloir, c'est il faut Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, quoi. Pour pouvoir proposer un référendum, a priori. C'est après que le résultat du référendum soit applicable ou pas. Mais bon. Il peut faire du consultatif, exactement. Et après, bah, ça fait pression sur l'Assemblée. Et là, il se retrouve dans la position de. Il pourrait se retrouver dans la position de. Il y a des gens qui bloquent l'Assemblée alors que les Français se sont prononcés quand même. Référendum, ce n'est qu'un bruit de couloir, il n'a rien annoncé. Il en parle assez quand même de manière pas très ambiguë quand même pour ses vœux de la nouvelle année. Donc comme ça va nous donner l'illusion d'une forme de contrôle sur notre vie politique, l'illusion de nous avoir redonné un peu de pouvoir en disant j'ai redonné le pouvoir aux Français, voilà ce qu'il dira. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si demain c'est un sujet de droite ou d'extrême droite? Bah, la droite va faire campagne pour, et les REM ils vont être le cul entre deux chaises, on entendra dire que oui, la gauche de l'REM est prête à claquer la porte, ce qu'on entend depuis 7 ans. On entend toujours qu'elle claque la porte. On entend toujours qu'elle parle, cette aile gauche d'ailleurs, tout court. Hein. Oui, mais quand même, Agnès Pannier-Runacher avait l'air d'être pas tout à fait à l'aise. Oui, mais écoute, on s'en bat les couilles d'Agnès Pannier-Runacher quand c'est tous les jours, on a Retailleau et Darmanin, là. Et puis le RN dira écoutez, nous, on considère que c'est vraiment pas assez, mais ça va dans le bon sens. Donc, comme Emmanuel Macron a décidé de faire les courses dans notre programme politique, évidemment, on va voter pour. Pour autant, on considère qu'il ne va pas assez loin et que sur tout le reste de sa politique, c'est vraiment à chier, donc c'est quand même un connard, il faut quand même le faire tomber. Voilà, c'est leur stratégie depuis le début. Et à gauche, la stratégie sera de taper sur la gauche. Si ça continue comme là, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, si c'est un sujet plutôt de gauche, bah nous, on sera emmerdés. Le gouvernement fera campagne contre. Ils s'en battent les couilles. Darmanin, lui, il dira non. Voilà. Et voilà, quoi. Ça a mieux l'infection. Je sais même plus de quoi tu parles. Ouais, il y a du temps qui a dû passer. Un référendum sur le nucléaire. Ouais, sur notre souveraineté énergétique. Ça pourrait. Mais c'est pas un sujet assez marquant. Après, il a dit, Emmanuel Macron, a priori, a laissé la porte ouverte à plusieurs référendums potentiels. Il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron fasse plusieurs référendums. Et ce que demande le RN, c'est un référendum sur la proportionnelle aussi. Enfin, c'est pas un référendum sur la proportionnelle, c'est intégrer la proportionnelle. Et là, si la gauche elle se retrouve à faire campagne contre la proportionnelle, c'est la merde.
Moi, je trouve que l'une des personnes qui parle le mieux de cette séquence politique sur la question des référendums, c'est Jean-François Copé. Ça va vous rendre fou que je vous dise ça. Jean-François Copé, il a dit, je l'ai entendu l'autre coup à BFM, il a aussi intervenu dans la tribune du dimanche. La tribune dimanche. Qu'en gros, Emmanuel Macron faisait tout ça pour gagner du temps. Que de toute façon, il était en galère, qu'il était affaibli et que c'était le seul moyen pour lui de se remettre au centre du jeu. Qu'après avoir remanié le gouvernement, fait les conventions, les machins, la dissolution, bah il a plus que ça. En gros, c'est ce que je dis depuis un moment, ce que je dis moi-même depuis un moment, parce que on est beaucoup à faire cette analyse, je pense. Et que après lui dit que en gros de toute façon il a créé des conditions d'instabilité qui ne pourront pas être résolues par un référendum, et que même d'ailleurs c'est plutôt une mauvaise chose d'organiser un référendum dans des conditions dans un pays aussi instable politiquement. Voilà. Et au compte, oui, ça va. La proportionnelle égale un gouvernement d'union des droites, LR, RN, Reconquête. Je pense pas. Moi, honnêtement, je ne pense pas. Et j'espère pas. Ce n'est plus d'actualité le troisième mandat d'Emmanuel Macron. Bah écoutez, Richard Ferrand, qui a ouvert cette question à plusieurs reprises au cours des 7 dernières années, a été proposé par Emmanuel Macron pour succéder à Laurent Fabius au Conseil constitutionnel, comme président du Conseil constitutionnel, poste qu'il occuperait jusqu'en 2034. Donc, on posera la question à Richard Ferrand. Jamais Emmanuel Macron ne serait réélu. C'est ce que je disais pendant le Covid. Voilà. C'est ce que je disais en 2020. Il a été réélu. J'y croyais pas, moi. En tout cas, il faut savoir qu'il y a un sondage qui a été fait visiblement par le Huffington Post. Ah non, un sondage, pardon, par Ipsos. Oula. Mais dont je suis en train de lire que je suis en train de lire dans le Huffington Post. 88% des Français sont pour un référendum. 84% sont pour que le sujet ce soit la fin de vie. Voilà. Mon fond sonore qui rame, ah, ça arrive parfois. J'ai changé. Donc bon. Emmanuel Macron serait-il réélu ?